Je suis vraiment ravie de vous accueillir parce que j'aime bien me présenter sous une double casquette. Je suis professeur de Supply Chain Management et je suis aussi professeur de Business Model Durable. Alors ça, c'est vraiment l'assise qui me rend le plus heureuse parce que, comme vient d'être dit, je suis persuadée que ces deux mondes, ces deux domaines doivent et ne peuvent que dialoguer et être l'un imbriqué dans l'autre. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une présentation un peu qui s'adresse aux entreprises, comment les entreprises peuvent devenir partie prenante de cette transition vers une économie circulaire. D'abord, quelques principes introductifs. On sait tous qu'on est dans une économie linéaire, mais pour comprendre pourquoi aujourd'hui on prêche, entre guillemets, une transition vers une économie circulaire, essayons d'en comprendre les enjeux. Bon, l'économie linéaire nous est familière à tous. On sait qu'on a un flux, take, make, disposal. Moi, j'aime bien parfois utiliser des anglicismes parce que c'est très direct. On a une séquence d'opérations, souvent très indépendantes les unes des autres, qui génèrent énormément de waste. Ce modèle, à l'apparence tout à fait linéaire, logique, génère néanmoins beaucoup d'externalités. Qu'est-ce qu'on entend par externalité? On entend des externalités qui sont portées par nous, par la supply chain. La supply chain, c'est la colonne vertébrale de ce modèle linéaire. Vous reconnaissez, c'est le score, hein? Mais ce score ressemble énormément au graphique que je viens de vous montrer tout à l'heure. Bon, peut-être, oui, c'est vrai, désormais, on a un return, un autre process du supply chain management, c'est le retour des flux, mais on sait très bien que la prépondérance, c'est des supply chains du top vers le down. Okay? Donc, nous sommes partie prenante de cette économie, de ce système qui est éminemment linéaire. Et comme je vous disais, nous générons, par nos activités de sourcing, de production, de distribution et de consommation, même au titre de citoyens, énormément d'externalités. L'externalité principale, on l'a mentionné tout à l'heure, ce sont les déchets, mais il n'y a pas que les déchets, effectivement. Les externalités, c'est aussi le fait de polluer. Les externalités, c'est aussi le fait de consommer les ressources disponibles produites par notre planète beaucoup plus rapidement que la Terre est capable d'en renouveler. Donc, on est face à un système contraint, un système qui arrive un peu au bout et qui nécessite de réinventer une nouvelle interaction entre notre façon à nous d'instrumenter nos systèmes de production et la capacité de l'écosystème de nous contenir et de continuer à nous faire développer. Surtout parce que, ça c'est vraiment une information clé à garder en tête, économie circulaire, l'un des facteurs clés qui nécessite qu'on en parle, c'est vraiment l'explosion démographique. Et je n'ai pas mis 10 000 graphiques démographiques, mais on sait, à côté de ça, on sait aussi que l'explosion démographique s'accompagne d'une explosion de la vie urbaine. Et donc les villes sont d'autant plus concernées par cet épuisement continu, mais aussi être à l'étroit dans un écosystème qui n'arrive plus à nous contenir. Vous voyez, depuis la révolution industrielle, on pourrait montrer d'autres graphiques avec la consommation énergétique qui va avec, et on verra, il a été déjà dit, l'efficience énergétique va de pair avec cette incitation à l'économie circulaire. Donc voilà, ce qu'on essaie de comprendre et qu'on essaie de conceptualiser, d'instrumenter, c'est comment on peut passer d'une vision très linéaire, celle dont on vient de parler, vers une économie plus circulaire. Ces graphiques, je les ai mis parce que sont assez familiers pour tout le monde. Ce sont des graphiques produits par Ellen MacArthur Foundation, qui, en termes académiques, on le définirait un peu un entrepreneur institutionnel. C'est quoi un entrepreneur institutionnel? C'est un acteur qui œuvre pour institutionnaliser des messages, des concepts, pour en tirer parti, bien sûr, lui aussi, parce que c'est un grand acteur économique aussi, la fondation Ellen MacArthur, mais c'est sûr que conceptualiser le fait qu'au lieu d'être dans une vision linéaire, il faut être dans une vision circulaire, dissocier les ressources naturelles de tout ce qui est produit technique, artefacts technologiques, c'est-à-dire nous, les industriels, ce qu'on produit, c'est quand même quelque chose qui a été remis sur le devant de la scène par l'Institut de l'économie circulaire. Mais ce n'est pas tout nouveau. On pourrait parler de symbiose industrielle, écologie industrielle, biomimétisme, toute mode managériale ou tout renouvellement du système économique trouve ses racines dans des façons de faire qui sont assez anciennes. Bon, ce n'est pas ici l'instance pour en débattre, mais sachez que l'économie circulaire est un peu quelque chose qui revient, mais qui puise de concepts et d'approches théoriques, de façons de faire assez anciens.
j'aime bien encore une fois me reconnecter à la présentation de François-Michel Lambert. Si on devait faire court pour définir comment on passe d'une économie linéaire à une économie circulaire, l'enjeu, il est tout simplement résumé dans ce graphique. Il s'agit de découpler, et en supply chain, on connaît ce mot, le découpling. Quand on parlait de transport durable, on parlait tout le temps de découpling, c'est-à-dire dissocier une croissance économique, démographique. On a vu que les politiques fils uniques ne payent pas trop, et c'est peut-être même pas trop moral de les pousser, de les découpler de l'utilisation des ressources, de l'épuisement de ressources, et donc leur donner plus d'efficience, une plus forte performance et un prolongement de l'utilisation des ressources dont on dispose. Donc pour moi, c'est vraiment un graphique très efficace, et il faut s'interroger, ok, comment je fais pour arriver là? Et donc vous verrez très bien que oui, c'est une question de déchets certes, parfois, mais c'est aussi une question beaucoup plus en amont, d'éco-conception des produits, ou de remplacer la vente et la propriété par l'usage et l'accès. Donc vous voyez qu'il y a différentes façons pour atteindre ce fameux découplage. Alors maintenant, avant d'arriver au business model, je veux vous introduire brièvement les principes clés de l'économie circulaire pour voir comment ces principes se traduisent en possibles business models différents. Alors le premier principe de l'économie circulaire, c'est que tout ce qui est waste, tout ce qui est déchet, en fait, ce n'est pas un déchet, c'est une ressource. En fait, l'idée, ça serait de se dire que tout ce qu'on considère un déchet, en fait, c'est une ressource mal placée. Elle n'est pas au bon endroit, elle n'est pas dans les mains de la bonne organisation. Donc, waste is food. Premier principe, super important. Donc, le premier principe, c'est que waste is food, mais en fait, on a vu, c'est un déchet mal placé. Même des artistes s'en inspirent de plus en plus. J'adore cette œuvre d'art. Hein. C'est Francesco De Parearo, c'est un artiste de rue, mais waste is food, yes. Donc, il faut qu'on arrive à lui donner le moyen de devenir food pour d'autres organismes. Deuxième principe de l'économie circulaire, c'est l'idée de résilience. Ça veut dire quoi, résilience? Être capable de s'adapter et de sortir du modèle linéaire pour créer plein de ramifications, plein d'enjeux systémiques. Et comment on fait pour faire cela? Il y a deux principes beaucoup plus opérationnels pour traduire l'idée de résilience. C'est la modularité des produits, avoir des produits qu'on puisse dissocier, désassembler, upgrade, réaménager et tout ça. Et d'un point de vue organisationnel, ça veut dire que les industriels doivent répondre aux principes clés de toute directive européenne depuis 20 ans désormais, de l'Extended Producer's Responsibility, la responsabilité élargie des producteurs. C'est-à-dire que pas seulement on produit des produits modulaires, mais on est responsable d'en optimiser l'usage, la réparabilité, la manutention, tout ça. Et vous voyez que là, on commence à traduire, on commence à pouvoir imaginer, à la place de notre iPhone, j'ai vu, il y en a beaucoup dans la salle, on pourrait imaginer des produits qui sont conçus différemment. Ça, c'est l'exemple classique du Fairphone, dans lequel chaque élément peut être remplacé, chaque élément peut être réparé. Et pas seulement l'aspect purement énergétique ou terres rares, composants. C'est une entreprise qui essaie de s'ancrer dans un tissu social, qui travaille avec des organismes de la réinsertion professionnelle. Et donc, on retrouve ici l'idée aussi de complémentarité entre les enjeux environnementaux, efficience énergétique, qui sont certes au cœur de l'économie circulaire, et aussi une vision beaucoup plus socialement, culturellement et localement encastrée, qui me paraît absolument essentielle si on ne veut pas créer un monstre qui rentre en conflit avec les principes de développement durable qui ne peuvent pas exclure l'aspect social. Troisième principe. Là, on revient à l'idée de matière et d'énergie. L'idée de l'économie circulaire, c'est effectivement de s'appuyer sur des énergies renouvelables alors que c'est possible, et aussi de matières qui puissent être récupérées, recyclées. Faisons attention bien, il y a une nuance entre renouvelable et recyclable, réutilisable. Le bois est renouvelable, sûrement, mais en combien de temps il se renouvelle? Donc c'est aussi l'idée de facilité et d'échelle de temps différentes. Donc ça, c'est le troisième principe. Le quatrième principe, encore une fois avec un graphique de Ellen MacArthur Foundation, c'est l'idée d'une approche systémique. Et là, c'est très important d'essayer et en supply chain management, on devrait être capable de le faire, de sortir des frontières de l'organisation unique et penser système d'acteurs. Parce que dans ce graphique, l'Institut nous suggère qu'il y a plusieurs cercles, boucles vertueuses pour essayer de se détacher de l'économie linéaire qui est là. Voyez, essayer de minimiser tout ce qui est déchets. Et comment on fait pour minimiser tout ce qui est déchets?
on doit sortir de la linéarité. Et comment on sort? Il y a plusieurs boucles possibles. Il y a des boucles de réparation, de réutilisation, de recyclage, et plus la boucle est petite, plus elle est resserrée, c'est-à-dire plus elle consomme, moins elle consomme de ressources pour recycler, par exemple, le mieux c'est d'un point de vue d'efficience énergétique et d'impact environnemental. Donc, vous voyez que c'est un système, parce que forcément, on aura besoin d'un prestataire, on aura besoin d'un fournisseur, on aura besoin d'une collectivité locale. Donc, il faut penser système local, système d'acteurs. Parce que sinon, tout seul, oui, on peut lancer des programmes qui peuvent nous faire beau aux yeux de nos consommateurs, mais c'est sûr que pour qu'on ait un impact durable dans le temps, il faut une approche systémique. Cette approche-là reprend aussi, ça c'est un peu tout ce qui est économie environnementale. Ça c'est un graphique très fameux qui a été développé par un politicien allemand vers la fin des années 70. C'est la pyramide inversée de l'impact environnemental. On la connaît tous, parce que quand on achète un réfrigérateur, un produit électrique, on a tous en tête cette grille. Mais elle est remise au goût du jour grâce à cette conceptualisation nouvelle de l'économie circulaire qui établit effectivement une hiérarchie des impacts possibles. Mais soyons clairs, ça c'est dans l'absolu. Mais après, chaque entreprise, chaque produit, chaque industrie pourra se positionner plus sur la réutilisation d'un produit ou plus sur le recyclage. Donc tout cela doit être contingent, encastré par produit et par service. C'est quoi l'un des articles clés en supply chain management? What is the right supply chain for your product? Qu'est-ce qu'il nous enseigne, ce Fischer, cet article fondateur en supply chain? C'est qu'il n'y a pas une supply chain optimale. Chaque produit aura la supply chain la plus adaptée à ses caractéristiques. C'est pareil pour l'économie circulaire. L'économie circulaire, il n'y a pas un modèle unique, il n'y a pas une recette unique, mais il faut qu'elle soit conçue, élaborée et encastrée par rapport aux caractéristiques techniques, certes, du produit, mais aussi par rapport au modèle de consommation. Okay? Donc, vous voyez, les parallèles sont énormes entre même l'état d'esprit supply chain et l'état d'esprit économie circulaire. Et enfin, on le sait, la preuve, on a un invité qui représente un peu cette volonté politique. L'économie circulaire est aussi une utopie, dans le sens pas qui est très lointaine, mais dans le sens que c'est aussi une volonté, une vision de la société qui est promue au niveau international, supranational, mais aussi au niveau très local avec les états généraux de l'économie circulaire portés par la mairie de Paris aujourd'hui, en ce moment même. Donc, je m'arrête sur les principes généraux, mais essayons de comprendre. Si on a tous ces principes-là, le déchet, c'est une ressource mal placée. Économie circulaire égale modularité, responsabilité élargie du producteur. Il faut utiliser des ressources renouvelables et des matériaux recyclables. Il faut penser système. C'est une volonté politique. Waouh! Vous vous rendez compte que la tâche est immense. On ne peut que l'approcher dans une démarche d'entreprise élargie, dans une démarche de supply chain globale. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un cercle vertueux, un système vertueux qui fasse dialoguer entre elles les différentes parties prenantes possibles. Du policymaker, des collectivités locales, des entreprises, des prestataires logistiques, jusqu'aux académiques ou aux experts à différents titres. Donc j'espère vous avoir, dans cette première partie, convaincu de la nécessité d'embrasser l'économie circulaire en pensant au-delà des frontières même de votre entreprise. Il faut participer à des instances comme celle-ci, il faut développer des projets communs et il faut dialoguer avec l'acteur public, parce que très souvent, ces démarches-là ont besoin d'être soutenues, accompagnées et régulées. Donc, après cette introduction plus globale, essayons de répondre à la question un peu plus précise. Mais concrètement, comment on l'organise? Je suis une entreprise, comment je fais évoluer mon business model vers tout ce qui est économie circulaire? Alors, première chose, c'est quoi un business model? Parce que ce sont des termes un peu qu'on utilise, on abuse de ça, mais je ne vais pas faire un cours de stratégie, soyez rassurés. Mais un business model, au final, c'est quoi? C'est un ensemble d'une stratégie, des objectifs que je me donne et des choix opérationnels que je me donne pour pouvoir les atteindre. C'est une espèce de recette. C'est une façon de faire qui résume un peu l'objectif stratégique et les politiques mises en œuvre. Ou, dit de façon beaucoup plus résumée, le business model d'une entreprise, c'est d'essayer de répondre à la question comment je crée de la valeur, comment je capture une partie de la valeur, parce qu'une entreprise a quand même une finalité de dégager du profit, et peut-être aussi, et notamment pour le business model durable, comment je distribue une partie de cette valeur que je suis en train de créer. Okay? Et donc, vous voyez qu'il s'agit de comprendre tout d'abord, c'est quoi la proposition de valeur, qu'est-ce que je propose à mes clients?
l'accès à des vélos dans les grandes villes, Vélib et autres. Okay? Donc ça, c'est la value proposition. Mais pour le faire, qu'est-ce que je dois faire? Bon, je dois avoir des partenaires clés, je dois avoir des prestataires logistiques qui m'aident, quel type de clients je vais cibler, ainsi de suite. Ce sont des questions très opérationnelles qui, je pense, qui vous sont assez familières dans votre vie professionnelle de tous les jours. Il y a, dans la littérature, mais je pense que ce slide il est très important pour vous faire comprendre que dans les business models classiques des entreprises, ça c'est un papier de 2004, mais c'est un peu une observation du terrain, il y a pas mal de business models qui intègrent déjà de façon un peu intrinsèque des grains de circularité. Par exemple, vous avez des business models classiques avec l'exemple classique des imprimantes, Paper Service Unit. Vous avez un leasing, un équipement, et vous payez par le nombre de copies imprimées. Ça, nous, à l'école, on connaît très bien. On n'est pas propriétaire de nos imprimantes, et donc on paye par unité produite. On a product sharing. On ne peut aujourd'hui que parler d'économie collaborative. On a tous peut-être déjà utilisé Blablacar ou d'autres services dans lesquels on se partage l'accès à un bien, à un produit et tout ça. Et là, donc, c'est plutôt un business model orienté usage. Ce n'est pas orienté, je ne vends pas la propriété d'un bien, je vends juste l'accès et l'utilisation d'un bien. Donc, ça, c'est vraiment juste pour vous inviter à réfléchir en termes de deux variables, produit, service. Il y a de plus en plus une évolution vers une servitisation de l'économie et plus on essaie de remplacer l'idée purement je take, je make et je sell one product, je mets en œuvre tous les moyens pour offrir un service, un bundle, un ensemble de services qui s'appuie certes sur des produits, mais peut-être l'accès devient plus important que la possession même du service. Vous savez, il y a un mythe aujourd'hui, dès lors qu'on parle d'économie circulaire, c'est la perceuse. Dans tout article de presse, vous lisez que la perceuse a une durée de vie de 15 ans. Et vous savez combien de temps on l'utilise? 18 minutes. Donc ça, c'est l'exemple typique. Après, c'est très difficile de partager l'accès à la perceuse, mais quand même, il y a un peu de stéréotypes qui nous permettent de comprendre cette idée d'accès au lieu de propriété. Alors là, en revanche, j'aimerais bien partager avec vous une expérience en cours, parce que c'est vrai que nous, on écoute toujours les entreprises partager leurs projets en cours. En ce moment, ici à l'école, nous sommes membres d'un gros projet européen, financé par le programme européen H2020, qui s'appelle R2PI, un projet pour essayer de comprendre comment on va essayer de mettre en œuvre des business models circulaires. Donc, quels sont les freins, quelles sont les barrières? Vous voyez, des questions effectivement très ancrées dans la vie de tous les jours, d'un point de vue du comportement des organisations. Et aussi, l'autre volet du projet, c'est quelle politique publique favorise ou freine un peu cette évolution vers l'économie circulaire. Donc, c'est un projet qui a commencé il y a 1 an. Un an en recherche, c'est rien, on vient de commencer en fait. Donc c'est un projet qui va durer 4 ans. Mais c'est un projet que j'aimerais un jour pouvoir partager avec vous les résultats de ces projets. Je veux juste partager avec vous maintenant comment on essaie d'instruire cette question, quels sont les business models de l'économie circulaire. Alors, nous avons commencé à différencier selon le cycle de vie du produit. Je ne vais pas m'éterniser sur le cycle de vie du produit. Il y aura Vincent qui va vous faire une présentation sur cette thématique-là. Mais un peu comme a fait aussi l'ADEME en France, on peut classifier les différents business models de l'économie circulaire selon les différentes étapes du cycle de vie d'un produit ou les différentes étapes de l'économie circulaire, de l'économie linéaire qu'on connaît tous. Donc, c'est-à-dire la production, le système de production, la phase d'usage, de consommation et la phase de fin de vie d'un produit, fin de vie théorique d'un produit. Nous avons identifié différents types de business models qui sont liés aux 3 différentes étapes, production, usage, fin de vie du produit. Et je vais vous commencer à vous en présenter quelques-uns, mais encore, c'est vraiment exploratoire, on vient de commencer. Dans tout ce qui est production, les systèmes de production, on a identifié 2 types de business models potentiellement intéressés pour la circularité, le circular sourcing ou le recovery d'une partie des produits. On récupère une partie des composants d'un produit. L'exemple qu'on va étudier, c'est TerraCycle, qui est une organisation qui s'occupe de recycler tout ce qui est difficile à recycler.
C'est une organisation qui est née aux États-Unis, mais qui désormais est présente un peu partout dans le monde entier, et qui vous permet d'avoir des solutions clés en main pour recycler vos produits. Avec des bacs personnalisés, avec un système de collecte. Vous voyez, c'est souvent la collecte, c'est une étape difficile du système de l'économie circulaire. Et donc, c'est très en amont. Comment je transforme du waste en food? Vous retrouvez le premier principe qu'on avait mentionné tout au début, le déchet qui devient ressource. Il y a encore deux autres business models qui concernent la partie production. C'est un peu tout ce qui est reconditionnement, remanufacturing. Ça, je pense que les exemples de grosses industries qui se sont lancées là-dedans sont quand même plus connus. Et donc, nous allons par exemple étudier Canon avec un gros projet de remanufacturing de tous les photocopieurs et de toutes les imprimantes Canon qui est très agressif, très ambitieux. Dans le remanufacturing, vous connaissez l'exemple de Renault. Renault est intéressant pas seulement pour la voiture électrique, mais aussi pour leur site à Choisy-le-Roi, où ils font toute le remanufacturing des composants des voitures qui seraient arrivées en fin de vie ou qui passent par leur système de garage. Okay? Donc ça, c'est encore deux business models auxquels on va s'intéresser. Après, on a les business models qui sont plus proches de l'économie de la fonctionnalité, l'économie de l'usage, ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Et donc là, c'est vraiment l'idée de « je ne te vends pas un produit, je t'offre une prestation, une performance. » Solvay, qui ne vend plus des peintures, mais qui vend le mètre carré de toile peinte avec ces produits. Et Rolls-Royce, qui est un peu l'exemple, même avant qu'on parle d'économie circulaire, comment Michelin vend des pneus, ne vend plus des pneus, Rolls-Royce vend des heures de vol. Mais ce qui est intéressant aussi avec Rolls-Royce, par exemple, c'est qu'il n'y a pas une entreprise qui est juste dans une case. Rolls-Royce, quand elle vend une performance en termes d'heures de vol, elle va être très intéressée à développer aussi le remanufacturing de ces moteurs d'avion. Donc, vous voyez comment il y a plein d'éléments qui vont s'encastrer. Donc, c'est plutôt des trajectoires de circularité. Ce n'est pas « je suis l'entreprise qui est business model access ». Oui, peut-être tu es business model access, mais tu as aussi une façon de promouvoir l'accès qui consiste à recycler ou à faire de la manutention avancée de ton produit. Okay? Donc, c'est plutôt des modalités que des cases figées à prendre l'une indépendamment de l'autre. Et après, nous avons la partie end of life, la fin de vie du produit. Et il y a un exemple qui est intéressant, qui est très médiatisé en ce moment, Mad Jeans, qui vous loue un jean pour 7,50 € le mois. Après 12 mois, vous avez 3 choix. Soit vous le gardez pour vous et vous l'achetez, vous devenez propriétaire. Ce n'est pas la solution qui est la plus souhaitable d'un point de vue économie circulaire et l'entreprise elle-même ne la pousse pas beaucoup. 2, vous pouvez changer votre jean pour un autre et vous continuez à utiliser votre, ou vous dites bye bye, je m'en veux, je veux que tu recycles le jean et je ne veux plus rien avoir avec vous. Et ce qui est intéressant, c'est que ce jean recyclé devient matière première pour d'autres types de produits. On ne peut pas faire un jean 100% à partir du jean recyclé, mais 85%, ça donne un produit rendu super intéressant et tout ça. Donc là, on est vraiment dans réutiliser ce qui est déchet en fin de vie pour reproduire. Et on n'a pas, nous, dans notre approche, je vous épargne les détails techniques, mis au centre tout ce qui est éco-design, mais bien sûr, vous voyez très bien que pour que chacun de ces modèles soit viable, il faut un effort de conceptualisation, de design du modèle, et donc qui met l'amont de la chaîne, même le design du produit, avant même qu'on instruise ces différentes façons de faire. Un dernier point que je veux développer, c'est le business model, la recette. Est-ce que je fais plutôt du leasing? Est-ce que je fais plutôt du recyclage de matière et tout ça? Mais la chaîne là-dedans, les flux, le management des flux qu'on a vu être si centraux dans ce système d'économie circulaire, moi, par mes observations, j'ai repéré au moins 3 façons différentes d'organiser la chaîne. Et c'est là que j'aimerais bien vous interpeller. Une première façon, c'est une approche très centrée sur l'entreprise, l'exemple de Renault, ou un autre exemple, c'est-à-dire l'entreprise, comme elle a une valeur résiduelle du produit très importante, comme avec Renault, elle a aussi un réseau qui lui permet de récupérer les voitures qui sont en fin de vie pour pouvoir récupérer les composants et les remanufacturer. Il y a la possibilité de s'emparer des flux de retour, et donc de faire du recyclage, du remanufacturing ou quoi d'autre. Donc ça, c'est le système un peu autonome, self-centered. Je fais, mais je fais surtout quand il y a une grosse valeur de récupération. La Coolrec, par exemple, c'est le prestataire unique pour 1000 qui récupère tout ce qui est acier
dans ces machines à laver, dans ces électroménagers. Et l'acier, c'est quand même 80% de la composition de ce type de produit. Donc, vous voyez que là, il y a du volume, il y a de la masse, il y a de la valeur. Donc, il y a un premier modèle centré sur les entreprises elles-mêmes, un peu auto-centré, je dirais, hein, autarchique. Deuxième façon de faire, qui nous rapproche plus de la question des déchets, on connaît tous les systèmes organisés par ces organismes de collecte, ou par ces éco-organismes qui structurent la façon de gérer les produits en fin de vie. On connaît tous Paperec, EcoTLC. EcoTLC, on a travaillé l'année dernière avec eux, c'est l'éco-organisme pour le recyclage textile, et on a fait un cours en partenariat avec eux. La chose intéressante d'EcoTLC, ils parlent de moins en moins de recyclage en fait. Chez EcoTLC, ils financent des projets pour des matériaux innovants. Vous savez que dans tout ce qui est textile, fast fashion, hein, c'est vraiment l'archétype du business model qui n'est pas du tout durable. Donc là, au lieu de se concentrer, certes, sur des initiatives qui sont assez blin-blin, comme H&M, Zara, qui lancent 2 programmes exactement identiques de collecte de vêtements, ouais, mais ça reste quand même résiduel. Là, les conditions de production, les conditions environnementales, d'utilisation du chimique et tout ça reste exactement le même. Et EcoTLC se déplace aujourd'hui sur des questions beaucoup plus en amont, de recherche, ou même on essaie de changer la façon de faire le recyclage. Recyclage mécanique versus recyclage chimique. Donc, il y a des questions vraiment au niveau de l'industrie tout entière qui nécessitent qu'il y ait ces organismes un peu centralisateurs, avec toutes les dérives possibles. Hein. Opacité des flux, bon, on ne va pas s'attarder, mais on sait très bien que ces organismes peuvent cacher quand même des zones d'ombre. Ah, ERP, c'est intéressant. Vous vous rappelez que Geodis s'est développé beaucoup parce que c'était le premier prestataire unique européen qui a géré pendant 5 ans European Recycling Platform pour le recyclage des produits électroniques. Vous vous rappelez la directive qui impose le recyclage de ces produits-là? Geodis, c'était le premier prestataire. Et Geodis a consolidé son image de parmi les premiers prestataires logistiques européens grâce à cette expertise-là, qui est une expertise de supply chain avant tout, mais à laquelle ils ont été capables d'ajouter une expertise de gestion des flux en vue de la circularité. Donc, je résume. Deuxième façon, avec une organisation en réseau, qui est auto-organisée, mais qui s'appuie sur une pluralité d'acteurs. Et après, on a une troisième façon d'organiser les flux dans l'économie circulaire, c'est quand les entreprises elles-mêmes qui produisent les produits, par exemple, ne s'emparent pas du problème du fin de vie ou de la circularité, et on a des plateformes qui émergent. Le Bon Coin. Le Bon Coin, ce n'est pas les producteurs de produits qui ont créé le Bon Coin, c'est une initiative indépendante, et donc on échange les produits entre nous. iFixit, c'est le leader mondial, c'est la plateforme la plus connue au monde entier, qui promeut tout ce qui est réparabilité, réparation des produits. Vous allez sur le site, vous trouvez tous les manuels possibles pour pouvoir réparer vos produits. Et donc, c'est aussi une lutte contre l'obsolescence programmée, le droit à la réparation, le droit à la réparabilité. Vous avez des repair cafés, tout ça. Là, c'est un peu le côté, je dis dans mes cours, when circular meets sharing. Hein, c'est quand l'économie circulaire rencontre l'économie collaborative. Il y a des formes émergentes qui sont indépendantes des entreprises elles-mêmes, mais qui favorisent plutôt une économie de l'usage et de l'accès via la circularisation des biens. Donc, en termes logistiques, supply chain, vous voyez que nous avons un rôle à jouer qui est important dans les 3 configurations. Chez Renault, peut-être, certes, c'est une logistique interne, quoique la plupart des flux de collecte sont externalisés à des prestataires. Dans le mode plutôt éco-organisme et flux, il y a forcément un ensemble d'acteurs qui rentrent en jeu pour la collecte et le management des flux. Et ici, pareil, on a même de la logistique peer-to-peer, one-to-one. Imaginez à tous les livraisons urbaines qui sont faites par des individus aujourd'hui. Donc, dans chaque business model, la question des flux est centrale. Elle peut être plus ou moins complexe, plus ou moins gérée par l'entreprise, mais à un moment où il faut se poser la question sur comment optimiser les flux de matière pour pouvoir soutenir et accompagner, devenir la colonne vertébrale, non pas du modèle linéaire, mais du modèle circulaire. Donc, mon message clé était celui-là, c'est que dans la communauté supply chain, peu importe le business model qui est mis en place, on fait le recyclage des matières premières, ou on fait circuler les produits, ou on prolonge le cycle de vie des produits. Il y a différentes façons de faire, ça c'est le premier message. Mais peu importe quel est le business model, il y aura toujours une question de pilotage des flux,
parce que l'économie circulaire, c'est une question de management des flux et des stocks. Et donc, je pense que si c'est une question de flux et des stocks, c'est une question qui vous appartient à tous. Et donc, c'est un peu sur ce message que je vais conclure ma présentation aujourd'hui. Merci.